Honnête respect, mes amours. J'espère que vous vous portez bien, car nous avons une émission très intéressante pour vous, comme toutes les autres d'ailleurs, avec des invités magnifiques et qui ont du tonus. Je dis du tonus parce que c'est des militants, c'est des gens qui se battent pour un avenir meilleur et pensent toujours à leur pays d'origine, à ce qu'ils aimeraient voir au sein des pays africains, des pays afrodescendants et j'en passe. Alors aujourd'hui, si je vous parle de Ahmed Sékou Touré, si je vous parle aussi du 21 décembre 2021, vous allez penser à quel pays? Ou du moins, si je vous parle du mois d'octobre 1958, le premier pays africain qui a osé dire non à ses anciens colons français, est-ce que vous avez une idée de quel pays je parle? Si vous avez une idée de ce pays-là dont je parle, eh bien c'est bien la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, nous allons parler, on va vraiment avoir une longue conversation avec notre invité aujourd'hui sur son pays d'origine. Donc, c'est Monsieur Tierno Diallo. Il est originaire de la Guinée, de la République de Guinée, comme j'ai eu à le dire. Il est leader engagé et bâtisseur de ponts entre les peuples. Monsieur Tierno Souleymane Diallo consacre son expertise et son énergie à promouvoir la gouvernance éthique, l'inclusion et l'épanouissement des diasporas africains et afro-canadiennes. Alors, c'est quelqu'un que je connais, donc d'entrée de jeu, je vais le tutoyer, je vous le dis déjà. Vous savez que c'est le format de cette émission. On tutoie nos personnes parce qu'on se dit que c'est entre familles que nous sommes et nous allons parler dans notre salon comme des membres d'une même famille sur des choses qui nous concernent. Alors, mes chers amours, encore merci d'être là. Et comme vous le voyez, je suis avec mon invité qui est aussi un camarade. Parce que vous savez que pour nous, les camarades sont ceux qui militent dans la même direction que nous. Et je l'ai croisé dans le militantisme. Et au-delà de tout ce qu'on a dit de lui, j'aimerais te demander, Tierno, je vais t'appeler Tierno. C'est une conversation qui se fait de toute façon dans le respect. Alors, on va se tutoyer comme on le fait déjà. Oui, naturellement. D'accord. Alors, Tierno, comme tu as vu, je t'ai présenté, mais est-ce que tu as des choses que tu aimerais ajouter pour que les gens aient une idée de qui tu es au-delà de ton militantisme, de ton travail panafricain? Ben, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est simplement dire que je suis père de famille, marié, père de quatre jolis trésors, dont trois filles et un garçon, et que j'ai une formation transversale, mais une formation juridique à la base, faite au Maroc. Après le Maroc, je suis allé en France où j'ai poursuivi les études en Master 2 et puis une thèse doctorale, bien naturellement en droit. Et après avoir exercé en France pratiquement pendant 5 ans comme chargé de cours au niveau des droits, niveau de licence, là, première, deuxième et troisième année. Je suis venu au Canada, techniquement en février 2015. Donc, une fois au Canada, j'ai fait une maîtrise à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, en évaluation des programmes. Et c'est ce programme-là qui m'a permis, en fait, d'intégrer la fonction publique d'abord provinciale, dans un premier temps en tant que stagiaire, et par la suite au niveau de la ville de Montréal où je suis depuis septembre 2019. Voilà. Parfait, parfait. Donc, vous avez vu dans l'introduction, j'ai mentionné certaines figures de la Guinée et on s'est rendu compte que c'est un pays qui a tracé le chemin, le premier qui a dit non carrément à la France à travers de référendum. Donc, ça veut dire que le peuple était prêt pour mener à bien ses propres affaires et malheureusement, comme tous les pays colonisés, il y a eu des descentes, des hauts et des bas. C'est la réalité que connaissent tous nos pays colonisés. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut se dire la vérité et voir de quelle mesure on va pouvoir changer la donne. Et ça m'a rappelé un petit peu Haïti parce qu'on a eu plusieurs juntes militaires qui se sont succédés et dont ces pouvoirs étaient contestés par la population, tantôt parce qu'ils utilisaient la force tout le temps et tantôt parce qu'ils retournaient toujours vers les anciens colonisateurs. Et donc, ce qui fait qu'on a négligé amplement les besoins de la population. Pour les contemporains, ils savent ce qui s'est passé dernièrement avec le coup d'État mené par M. Mamadi Doumbia. À partir de ça, où se situe actuellement la Guinée? Déjà, la réalité du pays en fonction de ce que tu sais.
Ben écoutez, je pense le 5 septembre 2021, je me souviendrai toujours de ce jour-là parce que j'étais ce jour en vacances à Ottawa avec ma famille. Et je me réveille, la première des choses que j'ai faites au moment du déjeuner, c'était de toucher mon téléphone. Je vois cette actualité qui défrayait la chronique en Guinée, comme quoi le président de l'époque Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, a été renversé. Ce qui en soi était en fait, comment dirais-je, très bien vu, bien accueilli par la population guinéenne en regard de ce qui se passait à l'époque. Cela dit, force est de constater que de 2021 à 2025 maintenant, soit 4 ans de prise de pouvoir par la junte militaire, notamment le général Mamadi Doumbouya, il y a des choses peut-être certes qui ont avancé sur le plan infrastructurel et autres, mais il y a eu quand même un net recul aussi en matière de respect des droits humains. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, on a toutes les figures qui comptaient là, je veux dire au niveau de la société civile, soit qui sont portées disparues, on n'a pas de nouvelles d'eux, ou que certains sont carrément en exil. Je peux citer le cas par exemple de Fonike Mangue, alias Oumar Silla. Je peux citer le cas du journaliste Habib Marwan. Il y a aussi des leaders politiques qui ne sont pas au pays, que ce soit M. Sidia Touré, Seydou Dalein Diallo, voire d'autres, ou Ali Ouba, un jeune de l'opposition aussi qui est très en vue, qui commence à monter. Ce dernier aussi est emprisonné. Donc, du coup, d'un point de vue, en fait, respect des droits humains, on peut se poser des questions. Il y a matière à être critique par rapport à ça. Mais ce qui a trait en fait aux infrastructures, est-ce que la junte militaire a eu à faire des progrès? Oui, ça il faut le noter. Ils ont eu à faire beaucoup de progrès que même peut-être le pouvoir civil qui était là à l'époque en 10 ans n'a pas pu réaliser. Ça il faut le noter. Mais la Guinée d'aujourd'hui versus la Guinée de 2021 au temps de Alpha Condé, si on fait le parallèle en matière de droits humains ou en matière sur certains aspects, on peut dire c'est pareil ou voire même pire. Voilà. Alors, on a vu qu'il fait beaucoup de changements, il a retiré quelques pouvoirs ou tout simplement il a annulé certains contrats en termes des mines pour dire que c'est le moment pour la Guinée de reprendre ce pouvoir de décision sur ces minerais, entre autres la bauxite. Est-ce que ça, c'est une très bonne décision, comment le peuple vit cette décision-là, qui semble être des décisions assez progressistes? Oui, effectivement, ce sont des décisions assez progressistes, il faut l'avouer. Est-ce que c'est bien vu par le peuple? Je dirais définitivement oui. Est-ce que maintenant c'est dans l'intérêt du peuple? Je ne pourrais pas le dire. En tout cas, c'est ça l'argument principal qui est avancé par les autorités. Puisqu'on parle souvent de Simandou 2040 qu'on est en train de promouvoir, moi j'ai pas vu les documents, mais de ce que j'ai vu, même si c'est de façon superficielle, je trouve quand même que comparé aux anciens contrats qui existaient avec les grandes compagnies, sincèrement, on peut dire que de ce point de vue, quand même aussi c'est un progrès parce que les choses ont été négociées de sorte que ça puisse bénéficier à la population guinéenne. Mais est-ce que réellement ça va bénéficier à la population guinéenne? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Mais sur le principe, je trouve que en soi, c'est une bonne chose. Cela dit, la façon de le faire peut être en fait brutale, peut-être brusque, mais moi, je suggérerais en fait qu'il y ait plus de communication parce que quand même, faut pas oublier que ce sont des partenaires, que ce soit des partenaires bi- et multilatéraux ou des compagnies, des firmes multinationales. Il faut quand même engager en fait la communication, discuter avec les différentes parties prenantes et s'il faut couper ou interrompre des contrats, résilier des contrats, mais le faire en fait en bonne intelligence. On parle de lui, de gouvernement, de régime illégitime parce qu'il n'arrête pas de position par rapport aux élections. Mais c'est ça, j'aimerais savoir, est-ce que aller en élection maintenant, ce serait un gain pour le peuple guinéen? Je dirais oui, aller en élection maintenant, ce serait un gain pour le peuple guinéen. Moi, le général Mamadi Doumbouya, pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, je pense que il est mal conseillé. Parce que un soldat, moi je pars du principe que dans la vie, on n'est jamais assez remarquable tant qu'on ne fait pas de sa parole une seconde religion. Un soldat, c'est celui qui respecte sa parole. Le général Mamadi Doumbouya, il est venu, il a donné espoir à tout un peuple. Alors que ceux qui étaient autour du pouvoir hier viennent autour de lui aujourd'hui, lui conseillent, il est en train, s'il les écoute, il est en train de faire un énorme faux pas. Il devrait pouvoir rentrer dans l'histoire. Je pense qu'il est encore temps. Il faudrait qu'il montre que oui, la Guinée de 1958 jusqu'à maintenant, ce qui nous a fait défaut, c'est d'avoir un vrai patriote.
c'est d'avoir un homme de parole. Lui, il devrait le faire pour incarner au moins un changement, de l'espoir dans le pays. Il est encore jeune, il peut partir dignement et peut-être organiser des élections, peu importe celui qui va remporter. Il serait déjà rentré dans l'histoire comme l'a fait le général Sekouba Konaté. Que ce soit bien organisé ou mal organisé, pourvu seulement qu'il ait respecté sa parole. Pourquoi les gens aujourd'hui ont un respect pour le général Sekouba Konaté? C'est parce que il a quand même tenu parole. Il a organisé des élections en un laps de temps et puis il est parti. Le général Mamadi Doumbouya peut faire autant. Après un mandat de celui qui va le succéder, peut-être il peut se représenter. Il a encore toute l'avenir devant lui. Il peut se représenter, venir rentrer dans l'histoire parce qu'il a quand même fait des choses. Parce que même si tu peux être l'ennemi du cheval, tout de même, il faut reconnaître que c'est un grand coureur. Doumbouya, il est venu, il a libéré la Guinée, mais je crains que cette libération-là soit encore en fait une espèce de prison pour la Guinée et pour les Guinéens. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et il devrait avoir vraiment affirmé son caractère, montrer que c'est lui qui gouverne, ne pas céder à la tentation. C'est comme ça qu'il peut rentrer dans l'histoire. Et c'est ce que la jeunesse a besoin. Malgré son travail, mais il devrait savoir qu'il n'est pas indispensable, il n'est pas irremplaçable. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Ça, c'est fort ce que tu dis là. Et on parle de régime corrompu aussi. Est-ce que ces faits sont avérés? Est-ce que c'est uniquement pour le mettre en opposition avec l'ancien gouvernement qui était là? Ou est-ce que effectivement il y a lieu de s'inquiéter par rapport à ça? On parle de problèmes d'emploi, d'employabilité. Est-ce que tout ceci est relié ou pas? Ben, naturellement, je vous dirais que oui, il y a un lien de cause à effet dans ça. De corruption, oui, on en parle et puis c'est réel. C'est réel parce que il y a des gens qui investissent, qui font des investigations et qui produisent des documents, des rapports soutenus, parfois même avec des preuves, même des images. Mais malheureusement, il y a en fait ce principe de deux poids, deux mesures. On est arrivé au pouvoir, on a emprisonné des gens. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, Monsieur Ibrahim, Dr Ibrahim Kassori Fofana, est en train de croupir en prison depuis quand même des années. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, pareil. Plusieurs autres hauts dignitaires. Par contre, là où vous allez comprendre le parallèle quand je dis deux poids, deux mesures, et ils sont en train de croupir en prison. Il y en a certains qui sont en exil. Quand je dis en exil, je parle d'anciens fonctionnaires dont les comptes ont été gelés depuis septembre 2021 à la prise du pouvoir. Jusqu'à présent, ces comptes-là n'ont pas été dégelés. Alors que l'ancien Premier ministre Bernard Gomou, dont l'actuel a remplacé, avait à un moment donné annoncé que les comptes-là allaient être dégelés progressivement. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et on parle de certains membres du gouvernement, pas actuel, mais du précédent gouvernement, mais en tout cas sous la transition, dont on parle d'être corrompus ou autres, ou accusés d'être corrompus, mais qui ont été quand même présentés devant, par exemple, la justice. La justice a blanchi certains, d'autres ont été emprisonnés. Vous voyez, c'est très rapide. Par contre, d'autres sont là en train de croupir en prison, mais jusqu'à présent, les jugements se font attendre. Est-ce qu'il y a des preuves contre eux? S'il y a des preuves contre eux, on aurait pu le faire sortir plutôt que de détenir ces gens-là pendant quand même plusieurs années. C'est quand même des anciens commis de l'État. Donc oui, et puis un problème d'emploi, ça aussi c'est réel. Ce gouvernement à la prise du pouvoir en 2021, le gouvernement de la transition, le président avait dit qu'on ne recyclera pas les anciens. On ne fera pas les erreurs du passé. Mais fort malheureusement, on a commencé à recycler petit à petit. Ça ressemble un peu à ce que le président Alpha Condé avait. Quand on enlève un ministre aujourd'hui, 2 mois ou 3 ou 5 mois plus tard, il est rappelé à un poste de directeur général quelque part où il est nommé ministre conseiller à la présidence où il a une autre fonction. C'est les mêmes erreurs du passé. L'emploi, on a mis en place un site web à l'époque pour dire non, désormais, il y aura plus de copinage, il y aura plus en fait de cooptation, il y aura plus de corruption. Tout le monde va être recruté de la même façon. Ça va être des concours. Voilà un site où vous pouvez mettre vos documents. Mais laissez-moi vous dire que ce site-là, ça a été une véritable machine de corruption. Parce que ceux qui ne savaient pas, qui ont pensé que c'était vraiment une très bonne chose, ont mis carrément leurs documents, des diplômes et autres qu'ils ont mis là. Et certains au pays qui sont champions en corruption ou en toutes sortes de marchandage ont dit utiliser par exemple les diplômes légaux de quelques-uns pour trafiquer ça, manipuler ces documents-là pour s'inventer des diplômes qu'ils n'ont pas. Et finalement, tout ce qu'on recrute aujourd'hui en Guinée, si vous entendez, vous voyez les décrets, on va dire c'est un consultant ou c'est un tel ou un tel. Donc c'est récurrent. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Le recrutement devrait se faire sur la base du mérite. Et puis aussi, il y a des postes importants. Avant de recruter des gens sur ces postes-là, il faudrait d'abord mener des enquêtes comme ça se fait dans tous les grands pays.
Parce que la gestion est une chose, mais être un simple fonctionnaire ou quelque part, ça aussi en est une autre. Ce que je veux dire par là, c'est que la notion d'éthique et d'intégrité dans la gestion de la chose publique devrait être en fait quelque chose qui prime dans le processus de recrutement des personnes devant servir la Guinée. Et ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que les faits sont là et il y a lieu de changer les choses si la volonté du gouvernement est bel et bien pour le changement thématique de tout ce qui s'est passé en Guinée et jusqu'à maintenant. Tout à fait. Mais j'ai discuté avec certaines autres personnes et durant ma recherche, j'ai remarqué aussi qu'il y a d'autres préoccupations, à savoir que on parle de sa nationalité, on dit de lui qu'il est un Français, qu'il n'a pas remis cette nationalité. Est-ce que tu penses que le fait d'être français et de marier aussi une étrangère qui n'est pas des luttes, qui n'a pas un parcours très panafricain et tout ça, est-ce que ça pourrait justement aider M. Doumbia à rester au pouvoir plus qu'il devrait rester ou à tout simplement continuer les mêmes pratiques de ses prédécesseurs? Je vous dirais que là-dessus, en fait, moi, mon avis serait en fait un peu nuancé. Nuancé dans la mesure où, il faut le reconnaître, oui, il est français, il est aussi guinéen. C'est comme si je fais le parallèle avec l'ancien président Alpha Condé, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, avait quand même renoncé à sa nationalité française pour la guinéenne, ce qui fait qu'après sa chute au pouvoir, il n'est même pas parti en France et il est en Turquie. Cela dit, avec le président Doumbouya, en plus d'être français et d'avoir servi en France comme légionnaire, comme on le dit, sa femme aussi est française. Et d'aucuns, moi je ne peux pas le certifier, d'aucuns disent qu'il est soutenu, si il est au pouvoir jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il est soutenu par les services de renseignement français ou par le gouvernement français. Vrai ou faux, je ne saurais l'affirmer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est dit. C'est des éléments factuels, c'est des faits. Dès lors que les uns et les autres en parlent, c'est pas seulement des gens de l'opposition en Guinée ou des gens de la société civile, mais même des journalistes aussi en parlent. Est-ce que ça le favorise? Oui, comparé aux autres juntes militaires de la sous-région, je prends le Niger, le Burkina, le Mali, la faveur que lui il a ou les avantages qu'il a, les autres ne l'ont pas. Parce que c'est le seul qui a quand même eu en fait cette souplesse-là en termes de sanctions vis-à-vis de la France, c'est que les sanctions qui ont été imposées par la France aux autres pays, ça n'a pas été le cas contre la Guinée de Doumbouya. Donc, naturellement, quelque part, il bénéficie en fait d'un soutien de la part du gouvernement français. Est-ce que cela peut l'aider? Bon, pas du gouvernement français, mais je veux dire de l'État français de façon générale. Est-ce que cela peut l'aider à se maintenir au pouvoir? Peut-être, mais tout ce que je sais, il a quand même intérêt à faire ce que lui, il avait promis au peuple guinéen. C'est dans ça, il va grandir, c'est dans ça, il va être en fait la grande personne que lui-même il souhaite, que les Guinéens souhaitent avoir autant. Et donc, on s'est rendu compte que lui aussi, il a fait des sorties assez remarquables. Il démontrait par ses propos qu'il ne veut rien savoir en fait de la colonie. Est-ce que c'est pas parce que en fait la colonie française, l'ancienne, on se comprend? Oui. Est-ce que c'est pas le fait justement qu'il a fait des sorties aussi pompeuses et que les gens se rendent compte, ben, il est détenteur de nationalité française. Alors, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer double jeu? Est-ce qu'il n'a pas une volonté de leurrer le peuple guinéen? Mais je pense que la réponse, elle est déjà dans la question. Pourquoi? Parce que quand il est venu, il a promis des choses. Il a fait le contraire. Je vais dire en termes de parole, je ferai ceci, mais il a fait le contraire de cela. Donc, du coup, qu'il sorte parler contre l'État français ou le gouvernement français ou montrer sa distance, sa prise de distance vis-à-vis de la France et affirmer en fait le nationalisme guinéen ou le souverainisme comme sont en train de le montrer les autres de la sous-région. Je vais parler des autres pays où il y a des coups d'État militaires. L'AES? Ça, c'est voilà, l'AES. Ça, naturellement, c'est quelque chose qu'il pourrait revendiquer, mais est-ce que dans la réalité des faits, c'est vraiment ça? C'est autre chose. Contrairement, moi, je crois beaucoup plus, par exemple, au colonel Assimi Goïta ou bien au capitaine Ibrahim Traoré quand ils disent quelque chose vis-à-vis de la France, ils le pensent et ils le font dans les faits. C'est exécuté.
Et contrairement à la Guinée, tout ce qu'on va dire, on va pas pouvoir le faire parce que quelque chose est déclaré aujourd'hui, le lendemain ou une semaine plus tard, il y a un ministre guinéen en France. Donc, on se demande réellement est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a cette réelle volonté-là qui est là? Moi, je pense qu'il joue bien son jeu. Il joue bien son jeu. Pourquoi? Parce que il veut pas en fait prendre non plus cette distance vis-à-vis de la France, même si dans le discours, il y a cette fierté. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui s'identifie beaucoup au premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré. Donc, il y a cette fierté-là. Il y a cette fierté-là quand il parle, donc du coup, mais il essaie de jouer à un exercice d'équilibriste. Il veut pas fâcher la France, il veut pas non plus se distancer de la Russie, il veut être ami avec la Chine et il veut avoir l'Inde ou la Turquie à côté. Donc, toutes ces grandes puissances ou puissances régionales qui comptent dans la configuration géopolitique mondiale, il veut les avoir à son côté. Donc, naturellement, ça fonctionne. D'accord. Alors, certaines personnes disent qu'il essaie de faire comme le président du Gabon, donc Brice Oligui Nguema, dans sa manière justement de faire. En fait, il est comme un caméléon. On ne peut pas le saisir, en fait, sa politique, sa véritable position. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est l'impression qu'ont les Guinéens par rapport à lui? Ou est-ce que à un moment donné, vous pensez qu'il pourra justement se démarquer totalement et faire mieux comprendre au peuple guinéen sa réelle position et où il veut aller, y compris faire des élections? Personnellement, au début, je le comparais, en fait, bon, pas que je le comparais pas lui, mais je comparais Brice Oligui Nguema du Gabon au président Doumbouya. Mais très rapidement, les actes que le président Oligui Nguema a fait au Gabon, c'était très rassurant. La démarche, elle était rassurante. Il n'y a pas eu, en fait, de contradiction ou de flou. Il n'a pas pu. Je ne dis pas qu'il a fait tout ce qu'il a promis, parce que j'ai des amis gabonais, mais au moins la trajectoire en soi, c'était quelque chose de cohérent, de logique. Et les choses se faisaient de façon graduelle, étape par étape, step by step. Contrairement à la Guinée où on s'est attaqué à plein de choses à la fois, c'est parfois des chantiers qu'on ne finit pas et on veut justifier ces chantiers-là, en fait, tous ces chantiers-là comme étant en fait quelque chose qui ne pourrait être terminé que par lui. C'est la même chanson que Alpha Condé avait eue. Ah, non, c'est vous qui avez fait ça, c'est vous qui avez fait ça, on ne peut pas gagner quelqu'un d'autre mieux que vous. Mais moi, Doumbouya, c'est que j'apprécie chez lui. Il parle pas beaucoup. Il est différent, par exemple, du président Dadis Camara, qui pouvait parler. Mais Doumbouya ne peut pas savoir ce qu'il pense. En tout cas, il est peu bavard. Et de ce point de vue, je dirais que oui, peut-être il a de bons conseillers. Mais est-ce que s'il aurait voulu faire comme Oligui Nguema, il l'aurait fait? Oligui Nguema, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui? Il a fait son coup d'État. En moins de 2 ans, il a pu organiser des élections. Aujourd'hui, tous les pays du monde le fréquentent. Et il peut aller partout. Doumbouya aussi, c'est ce qu'il veut. Il n'a qu'à clarifier sa position clairement pour qu'il organise des élections et puis on quitte la transition. Parce que tant qu'on est en période de transition, là, oui, on a parfois des dons, comment dire, des accords qui sont signés ça et là, il y a de l'aide multilatérale qui vient ça et là. Cette aide-là, si on était vraiment dans un régime civil, c'est-à-dire un pouvoir démocratique, même si c'est lui, on va gagner peut-être le double ou le triple de ça. Actuellement, il y a de la méfiance, par exemple, des investisseurs vis-à-vis du pays. Parce que ce climat-là qui prévaut actuellement n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant pour un investisseur de dire, ben, je vais risquer pour prendre mes affaires, aller en Guinée pour m'implanter. Moi, j'ai parfois des investisseurs qui me fréquentent, qui me disent, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Je dis, ben, allez-y, tâtez le terrain, observez, allez-y, demandez, peut-être allez-y séjourner, vous allez voir, vous allez juger de vous-même. Pourquoi? Parce que je veux pas dire à quelqu'un, vas-y, c'est bon, après que la personne dise un jour, c'est lui qui m'a mis dedans. C'est ce que je veux pas. Je veux que la personne aille observer de lui-même. S'il trouve que oui, il peut prendre le risque, c'est ça l'entrepreneuriat aussi. Tu prends le risque et tu t'engages. Mais si c'est pas ça, au moins tu as vu, tu as apprécié. Mais donc c'est ça. Le président Doumbouya, pour moi, je peux pas le comparer, je peux plus le comparer à Oligui Nguema. Vraiment. Mais comment tu vois les relations, parce que c'est quand même un militaire, et les régimes qui sont là, les gouvernements à l'AES sont des militaires également. Est-ce que tu penses que se mettre un petit peu plus en alliance avec ces gouvernements pourrait éventuellement le réorienter, ne serait-ce à prendre les décisions de façon claire, rassurer la population guinéenne? Je pense que ça aurait été une bonne chose de se ranger à côté de ces chefs d'État de l'AES. Je pense qu'il s'est déjà, depuis le début, il s'est rangé du côté des chefs d'État de l'AES. C'était très, très, très palpable.
Mais on peut dire que les 2 dernières années, ce n'est pas comme ça. On dirait que ces chefs d'État ont pris justement, en fait, une certaine distance vis-à-vis de lui face à l'ambiguïté qu'il a dans sa relation avec la France. Vous savez, on dit souvent, les États n'ont pas d'amis ou d'ennemis permanents, ils n'ont que des intérêts qui se croisent et s'entrecroisent. Et donc, le principe de l'amitié aussi, c'est ça. Doumbouya, oui, il a été là pour le Mali. Il a été là pour le Mali au fort moment de la crise du Mali. À un moment donné, on voyait même en fait des rencontres bilatéraux entre les deux pays où on pouvait même penser qu'il y a des conseils de ministres conjoints qui pouvaient être faits entre les deux pays. C'est-à-dire ressusciter ou on ressuscitait en fait un ancien rêve du président Ahmed Sékou Touré et le président Modibo Keïta à l'époque pour dire le Mali et la Guinée, c'est 2 poumons dans un même corps. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Cette réalité n'est pas là. Je pense que les autres chefs d'État de la sous-région, je veux dire militaires là, de la sous-région, ont compris un peu que la Guinée n'est pas comme eux autres. Eux, ils ont coupé tout avec la France. La Guinée est encore avec la France. Donc, du coup, c'est le langage du dictateur. Hein. C'est soit tu es avec moi ou tu es contre moi. Donc, comme il n'est pas réellement avec eux de cette façon, il a un pied avec la France et un pied avec eux, même s'il dit toujours « je vous soutiens, je suis avec vous », mais ça fait que ces gens-là ont quand même pris en fait une certaine distance vis-à-vis de lui. Et donc, d'où l'AES. Si Doumbouya voulait faire comme eux, peut-être il aurait rejoint l'AES. Je ne dis pas que je suis pour l'AES ou que je suis contre l'AES, mais au moins le peuple guinéen aurait compris en fait qu'est-ce qu'il a envie. Où il veut aller. Où il veut aller, mais présentement on ne connaît rien de tout ça. Donc c'est ça, cette ambiguïté-là, il n'y a que lui seul qui peut lever ça. Et je continue à croire que c'est un soldat, il saura respecter sa parole de soldat et qui va surprendre le monde. En tout cas, je l'espère. On sent l'espoir, en fait, dès le début. Et est-ce qu'il y a une opposition à lui? Est-ce qu'on le laisse tout simplement et puis on se dit, probablement que les choses vont changer. Gardons espoir, serrons les coudes. Effectivement, il posera les bons gestes. Une opposition à lui, malheureusement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est là où, en fait, moi, la seule chose que je regrette dans la transition, c'est ça. Il faudrait, que ce soit en Guinée ou ailleurs, il faudrait que nos gouvernants comprennent que la liberté d'expression, le principe du libre choix en matière de démocratie devrait être, en fait, le credo même de la démocratie. Qu'on ait des gens qui tempêtent, qui crient haut et fort, qui disent ceci, qui disent cela, ils devraient les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais il y a toujours la loi. Mais on ne peut pas, en fait, continuer à bâillonner. Tu dis que tu veux travailler pour le peuple, qui est le choix du peuple, mais en même temps, tu veux pas que ce même peuple-là s'exprime à travers certaines voix. Ça devient compliqué. Donc, est-ce qu'il y a une réelle opposition en Guinée aujourd'hui? Il n'y en a pas. Ceux qui incarnent l'opposition, c'est le RPC Arc-en-Ciel, mais qui est décapité. Ils sont en prison. Alpha Condé est en exil. C'est lui qui est président du parti. Après, l'ancien premier ministre est en prison. Selou en exil. Sidia en exil. Les autres, Kouyaté, on n'entend plus parler, même s'il est en Guinée. Donc, Ali Ouba, il est en prison. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune opposition réelle en Guinée. Même les journalistes critiques ont fui le pays ou ils sont portés disparus. Donc, il n'y a pas d'opposition. Et ça, c'est compliqué. Au moins, s'il n'y a pas d'opposition en choix, en fait, je veux dire, d'un point de vue démocratique, mais au moins qu'il y ait une opposition forte en matière de médias, parce que les médias constituent le 4e pouvoir. Ça aussi, il n'y en a pas. Les radios privées ou les télévisions, radio-télévisions privées, Espace TV et autres qui existaient, Mirador, FM et autres là, tout ça, ça n'existe plus. Toutes ces radios privées ou télévisions privées ont été démantelées au motif que non, il y a des cahiers de charges qui n'ont pas respecté ou qui n'ont pas respecté ou qui n'ont pas payé tel ou tel droit. Mais ça, c'est quelque chose qui peut se régler. C'est le principe de la communication. Ça peut se régler autour de la... Allez, on vous laisse exercer votre métier comme vous l'entendez, selon les règles déontologiques qui régissent la matière, le domaine, mais au moins, il y a ça et ça que vous devez vous aussi vous acquitter. C'est ça vos obligations. Voici vos droits, voici vos devoirs. Mais si ce n'est pas ça et que les droits des autres ont fait fi à ça, nous, c'est nos devoirs qui comptent, ou c'est la force qui compte, ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'il y a une opposition en Guinée? Malheureusement, il n'y en a pas. Avant qu'on chute, j'aimerais te poser cette question-là. Durant mes recherches, j'ai remarqué que certaines compagnies qui ont été mises à la porte sont en train de s'allier pour voir si c'est une bonne façon. Il faut traîner le gouvernement en justice pour ça, pour rétablir leurs droits et tout ça. Est-ce que tu penses que le gouvernement actuel est prêt pour de telles représailles ou est-ce que le gouvernement va probablement trouver le juste moyen pour régler ce problème sans qu'il ait à payer? Parce que ça, on sait que ces gens vont aller chercher de l'argent.
Tout à fait. Et de cette réalité, je ne pense pas que la Guinée serait prête à payer à dédommager qui que ce soit. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se parle dans les médias? Bon, là, on comprend un petit peu, là, les médias sont muselés. Ouais. Mais quelle serait la position, oui, la meilleure position pour le chef d'État actuel? Moi, je pense que la meilleure position pour le chef d'État actuel, c'est de discuter, d'appeler toutes les parties prenantes autour de la table, discuter, parce qu'ils veulent faire les choses dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Mais ça se discute. C'est des partenaires. Vous discutez ensemble et puis vous mettez les principes. C'est à prendre ou à laisser. Mais c'est dans une négociation, tu peux pas aussi imposer quelque chose. Tu peux simplement faire des balises. Dans une négociation, personne n'est gagnant, personne n'est perdant parce que chacun fait des concessions. Et c'est de concession en concession que vous pouvez vous entendre, au moins sur le dénominateur commun. Alors, ce que vous dites, oui, effectivement, j'ai vu aussi des articles en lien avec ça. C'est pas exclu que certaines de ces firmes puissent s'allier et porter plainte ou que même une d'entre elles porte plainte en son propre nom, comme ce fut le cas au temps du président Alpha Condé avec Beni, le milliardaire, je pense, israélien juif là, qui avait quand même des parts très importantes aussi dans l'exploitation en fait des mines en Guinée. Quand je pense il avait porté plainte contre le gouvernement guinéen à un moment donné au tribunal en Suisse. Ça, c'est un dossier qui a traîné, qui a suivi, qui a continué tout le long le temps du règne du président Alpha Condé. Je pense même que la Guinée avait été condamnée à lui verser en fait une indemnité en dommages et intérêts. Donc, c'est pas exclu que les sociétés actuelles aussi fassent de même. Après, est-ce que le gouvernement est prêt à aller dans ce sens? Je crois que oui, en regard de leur détermination et, comment dirais-je, des décisions qui sont prises ça et là, quotidiennement et autres, c'est qu'ils sont prêts à en découdre. Mais est-ce que en découdre, c'est ça la bonne solution? Je crois pas. C'est plutôt sage de s'asseoir et de discuter, de mettre carte sur table, c'est dire les vraies choses pour dire voilà, on n'est pas contre vous, mais on veut simplement quelque chose pour le bien de notre pays, dans l'intérêt général. Et que cet intérêt général-là ne soit pas un intérêt de quelqu'un particulier. Alors, cher, on va chuter. J'aurais pu te garder longtemps parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de la Guinée. Et quand je préparais l'émission, j'ai dit, parce qu'à Haïti, on se réfère toujours en Guinée, Guinée en créole. Donc, pour la Guinée, nous, on parle souvent lorsque un Haïtien est bon, il est quelqu'un de vertical. Et puis, on va l'appeler carrément un bon Guinéen. Pendant tout le temps, c'était dans ma tête pendant toute la recherche, en fait. Ouais. Alors, Tierno, mon camarade, on va chuter. Je sais que tu n'es pas devin, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer, ne serait-ce que dans quelques minutes ou quelques heures. Mais comment tu vois, comment tu sens l'avenir de la Guinée pour ces jours à venir? Pour ces jours à venir, honnêtement, si la tendance continue telle qu'elle est actuellement, l'avenir risque d'être sombre. Pourquoi? Parce qu'avec de telles crises, de tels problèmes, quand je dis problème, je parle en fait de l'état du pays actuellement en termes de rupture entre les différentes forces sociales et les forces vives ou le pouvoir en face. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ce sont des ingrédients en fait d'une nouvelle crise. On ne veut pas ça. On gagnerait plus à aller vers l'apaisement, à aller vers la réconciliation, à aller vers en fait le consensus pour que le pays là puisse connaître en fait enfin un vrai développement. C'est de ça qu'on a besoin, c'est de ça qu'on rêve tous. Mais quand une poignée de personnes pensent pouvoir parler au nom de tout le peuple, au détriment de la majorité silencieuse, et quand on parle au nom du peuple, là, ça devient en fait un problème. Je le dis, je prends l'exemple. Pourquoi le président Doumbouya ne ferait pas comme le président Macron, le premier ministre Marc Carney, ou bien, je sais pas, un autre président en Afrique, se promener simplement avec 2 ou 3 ou 5 gardes-corps? Pourquoi quand il part quelque part, c'est tout un contingent militaire qui est là comme si on partait à la guerre? Tout ça, c'est pas rassurant pour une population. C'est pas rassurant pour une population. Et vous avez parlé de Haïti. Je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai été en Haïti de juin 2014 jusqu'en décembre 2014, où j'étais consultant en éthique, tourisme et développement durable, au CAI et puis au Port-au-Prince. Je connais Jacmel, j'ai fait beaucoup d'endroits. Mais sincèrement, quand je regarde Haïti profondément, parce que je l'ai fait en voiture, je l'ai fait en hélico, et je compare Haïti toujours à la Guinée, on peut dire qu'on a les meilleurs intellectuels au monde. Mais malheureusement, nos pays ne connaissent pas en fait le développement qu'ils devraient connaître. Pourquoi? Parce que c'est toujours la malgouvernance. Le cas de Haïti, c'est particulier. Non seulement il y a la malgouvernance, comme c'est le cas en Guinée, mais ce qui n'aide pas aussi Haïti, c'est les catastrophes naturelles. Mais ce que j'ai aimé dans ce peuple-là, dans ce pays, c'est la foi du peuple haïtien. Si
Haïti, avec ses prières et sa foi, sa résilience, Haïti avait des dirigeants qui étaient des vrais patriotes, qui pensent intérêt général. Je vous assure, Haïti allait être waouh. Et c'est le cas de la Guinée aussi. Je compare les anciens présidents, les anciens premiers ministres ou de hauts fonctionnaires. Regardez les institutions internationales. Combien de fonctionnaires haïtiens, internationaux d'origine haïtienne sont là? Ou bien combien de la Guinée? Mais est-ce que c'est pour autant que ces deux pays-là sont allés de l'avant? Non. Ça, c'est une première comparaison. Deuxième comparaison. Haïti, on peut dire, c'est l'un des premiers pays, ou c'est d'ailleurs le premier pays en Amérique à obtenir en fait son indépendance parmi les pays tués de Noirs. Mais la Guinée, dans les pays francophones, a été le premier pays à tracer la voie. Mais aujourd'hui, ça nous a mené où? Et quand on parle, c'est la colonisation qui a fait ça. Moi, j'ai bien envie de croire, mais après, je me dis aussi, la colonisation est passée. Quand on prend le Japon aujourd'hui, dans les années 1950, c'était un pays arabe. Aujourd'hui, ils sont où? Donc, ça prend en fait une réelle volonté. Ça prend des patriotes, ça prend des visionnaires et ça prend des gens qui ont du caractère, qui veulent développer le pays. Donc, le cas de la Guinée, j'aurais souhaité et je souhaite que ce soit ça. J'y crois encore. Mais à l'allure où vont les choses là, on va encore vers une autre crise et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Malheureusement, je suis pas devin, comme vous l'avez dit, mais l'espoir pour moi était très grand versus au jour d'aujourd'hui. Pour moi, l'espoir n'est vraiment pas là. Je souhaite et j'aurais souhaité que cet espoir m'habite toujours, mais pour l'instant, c'est pas le cas parce que ce que je vois pour mon pays, c'est pas ce que j'aurais souhaité, malheureusement. Et je pense que les gens vont se ressaisir et comprendre que ce qui nous unit devrait être plus fort que ce qui nous divise et que nous sommes tous Guinéens. En tout cas, moi, je ne souhaite que du bien et j'espère qu'effectivement, les Guinéens vont se mettre debout et que le gouvernement tendra l'oreille aux revendications du peuple et changera aussi sa façon de faire sa politique, voire faire les élections si vous pensez collectivement que les élections sont vraiment une porte de sortie de cette crise-là. Alors, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose. Le président Doumbouya, je continue à croire que peut-être il va faire quelque chose où il va surprendre tous les Guinéens. Je l'espère et je le souhaite vivement parce que ce qu'il a réalisé, ne serait-ce que faire le procès du 28 septembre, alors qu'il y avait un président démocratiquement élu qui est resté pendant 11 ans sans pouvoir le faire, c'est déjà une prouesse. Cette volonté qu'il a animée à organiser ça pour que les Guinéens comprennent la vérité, je prie le Seigneur que cette volonté l'habite aussi, qu'on lui donne cette sagesse-là de se dire, hey, je pense que les gens et les autres veulent que je fasse ça, mais je crois pas réellement que ce soit les bonnes personnes qui me conseillent. Les bonnes personnes, ce sont ceux qui sont en train de crier ça et là pour dire non, c'est pas sur la bonne voie. Après, il pourrait revenir, c'est comme ça, il peut rentrer dans l'histoire. ATT l'a fait, Amadou Toumani Touré du Mali, beaucoup d'autres l'ont fait. Jerry Rawlings, c'est comme ça, il est rentré dans l'histoire au Ghana. Donc, on veut que lui aussi soit comme ça. Moi, en tout cas, en tant que jeune, quand je vois un jeune comme lui au pouvoir, je souhaite qu'il parte par la grande porte et que son nom reste dans l'histoire tel qu'il est venu. Donc, c'est tout ce que je souhaite. J'ai espoir que ça pourrait peut-être changer un jour. Alors voilà, c'est le souhait aussi qu'on vous fait. Parce qu'on sait que quand l'un de nos pays souffre, c'est nous tous qui souffrons parce que veut pas, on est interreliés d'une façon ou une autre entre nous et on veut tout simplement nous voir briller à un moment donné parce qu'on peut pas continuer comme un roller coaster et vivre ces montagnes russes. Alors, Définitivement. très cher, merci beaucoup. Merci Tierno d'avoir répondu aussi rapidement à notre invitation. Et donc, j'espère qu'à un moment donné, tu vas revenir. Comme j'ai dit, tu es chez toi. Et ce n'est pas pour rien qu'on a tutoyé, mais c'est juste pour dire qu'on est en frère, on est en famille, et puis on se parle des choses qui nous concernent et qu'on aimerait voir changer de Paris. Alors, merci d'avoir été là. Merci infiniment, Darlene, de m'avoir donné cette occasion. Et merci pour l'excellent travail de journalisme que vous faites pour mieux informer et mieux renseigner en fait nos compatriotes et la communauté. Bravo. Merci. Merci. Merci pour tout. Ouais. Et papa. Alors, sur la belle voix du petit qui appelait son père, je tiens quand même à dire au-delà du manque d'intégrité, d'honnêteté, au-delà du fait que certains de nos dirigeants ont décidé de laisser périr leur peuple, on ne va jamais oublier qu'il y a les mains de ces étrangers qui continuent de comploter avec les Konzé de chez nous, qui continuent de comploter et qui continuent de nous taxer de tous les maux et de toutes les sanctions pour justement nous dissuader de rester debout. Parce que ça, c'est un élément à ne jamais oublier. Parce que on l'a vu avec le tout premier président de la Guinée,
Sékou Touré. On a vu comment ils ont mis tout un programme pour le discréditer au point qu'il est devenu paranoïaque parce que il avait à un moment donné vu les complots de partout, même de ceux qui devraient être ses alliés. Donc nous savons qu'il y a cette mauvaise foi de ces anciens colonisateurs et malheureusement de leurs suppôts à l'intérieur de nos pays qui continuent de comploter contre les peuples qui sont déjà dans un marasme et dans une misère abjecte. Alors voilà, on ne va pas oublier ça, mais on sait qu'à un certain moment, on va arriver à trouver les femmes et les hommes intègres qui vont se mettre debout et qui vont dire non à la corruption, qui vont se dire non aux menaces qu'ils formulent tous les jours contre nos autorités, et ces hommes et ces femmes vont prendre en main leur destin et surtout leurs responsabilités vis-à-vis de leur peuple. Alors voilà, il fallait absolument qu'on le dise avant qu'on continue avec nos salutations de fin d'émission. Merci. Eh bien, on ne perd pas courage parce que de toute façon, la vie est une lutte. Et si on a un objectif clair, si on a une vision commune, eh bien, et la détermination qu'avaient nos prédécesseurs et nos ancêtres, eh bien voilà, tout devrait se faire, ne serait-ce dans la douleur, mais tout devrait arriver à une conclusion bénéfique et positive pour nous tous et toutes.